Bonjour à tous. Donc ici, dans cet atelier-ci, on va parler un petit peu d'analyse statistique de la trajectoire du classement ATP des joueurs de tennis masculin. Donc, c'est un travail qui a été réalisé avec Thierry Maric, donc de l'Université catholique de Louvain. Je suis moi-même de l'Université catholique de Louvain et j'appartiens en fait à une plateforme technologique et notre rôle est d'apporter de la consultance en statistique à tous les membres de l'université. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? L'idée du projet a été initiée par Reginald Willems, qui est un ancien coach de l'association francophone de tennis. Et l'objectif était de voir un petit peu si on pouvait définir des patterns d'évolution plus ou moins rapides dans les différents paliers du classement ATP ou WTA. Alors ici, l'analyse va se limiter au classement ATP. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de récupérer l'historique des données pour le circuit féminin. Donc malheureusement, on a dû se restreindre au classement masculin. Alors, la technique qu'on a utilisée, je vais rentrer en détail, mais pas trop après, c'est ce qu'on appelle une analyse de parcours. Et donc, en fait, à chaque âge, du joueur, on a son classement ATP qu'on a ventilé par palier. Donc, premier point ATP, être dans le top 400, dans le top 250, dans le top 150, etc., jusqu'à arriver au top 10. Et donc, on a obtenu le classement ATP semaine par semaine de chaque joueur, depuis son premier point ATP jusqu'au jour du 30 septembre 2019. Et donc, pour chaque semaine, on a la catégorie de classement à laquelle il appartenait, s'il était dans le top 10, dans le top 20, dans le top 30, dans le top 50, dans le top 100. Et à partir de cette catégorie-là, on a essayé de regrouper des joueurs qui avaient une évolution plus ou moins semblable. Alors, on va voir dans les analyses qu'on a réussi à mettre 3 groupes de joueurs en évidence, qu'on a labellisés, sans être péjoratif, les joueurs du top. En fait, c'est des joueurs qui vont passer la majorité de leur carrière dans le top 20 ou dans le top 10. Ensuite, on a des joueurs qu'on a labellisés moyens, toujours sans être péjoratif, parce qu'être à ce niveau-là, c'est quand même déjà très bien. Mais c'est des joueurs qui vont passer entre la 50e, la 100e place mondiale tout au long de leur carrière. Et puis, on a les joueurs qui sont dits entre guillemets moins bons. C'est les joueurs qui vont être un petit peu dans le top 100, mais qui vont plus végéter entre la 250e et la 100e place durant leur carrière. Donc, on a une analyse qui nous a vraiment permis de classer les joueurs en fonction de leur trajectoire de classement. Et donc, on va voir sur les graphiques quelles conclusions on peut en tirer. Alors, avant de vous montrer les conclusions, il faut vraiment savoir que ces conclusions doivent être prises avec des pincettes parce que c'est un pattern général qui est montré. Et évidemment, il existe des exceptions, il existe des joueurs qui perdent sur le tard. Et donc, c'est vraiment une vue d'ensemble, on va dire, d'une caractéristique moyenne. Donc ici, avant de partir sur un algorithme statistique pour créer des groupes, on a simplement séparé nos joueurs qu'on avait à disposition. Donc je rappelle qu'on a travaillé sur les 300 premiers joueurs mondiaux en date du 30 novembre 2019. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris le 30 novembre 2019? C'est simplement parce que comme ça, les 4 tournois du Grand Chelem avaient été joués et à un moment donné, il faut bien figer une date de classement. Donc on a pris celle-là parce que les travaux ont été présentés une première fois en décembre 2019. Donc sur base de ces données, on a créé une catégorie. Est-ce qu'en date du 30 septembre, est-ce que mon joueur a déjà atteint en carrière le top 100? Oui ou non? OK, donc ici, quand on regarde dans le bas des graphiques, on a oui ou non. Ensuite, ce qu'on a fait, ce que représentent les box plots qui se trouvent ici, c'est on a regardé pour chaque joueur à quel âge il a franchi pour la première fois chaque palier. Donc, à quel âge le joueur a obtenu ses premiers points ATP? À quel âge le joueur a été pour la première fois dans le top 400? À quel âge il a été pour la première fois dans le top 250, dans le top 150,
top 100, 50, 30, 20, 10, etc. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est, si on regarde les box plots ici, c'est que chaque box plot qui est caractérisé par oui, eh bien, il se trouve en bas du box plot ou plus bas que le box plot de la catégorie non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière générale, et vous voyez qu'il y a des exceptions parce qu'il y a des petits points qui viennent au-dessus, mais de manière générale, un joueur qui va atteindre le top 100 ou qui a déjà atteint le top 100 en date du 30 septembre 2019, eh bien, il va franchir les paliers du classement qu'on a défini plus rapidement, de manière plus précoce que ceux qui n'ont pas encore atteint le top 100 en date du 30 septembre 2019. Donc là, on voit vraiment qu'un joueur qu'on peut labelliser de bon va progresser de manière plus précoce dans le classement. Après, ce qui est intéressant à regarder, c'est le graphique qui se trouve ici à droite. Et ceci reprend donc la distribution de l'âge de première entrée dans le top 100, dans le top 50, top 30, top 20, top 10. Et en fait, on regarde que finalement, l'âge médian, donc la petite ligne noire opaque qui se trouve ici, c'est l'âge médian de tous les joueurs qui sont dans notre base de données qui ont déjà atteint le top 50. Eh bien, en fait, l'âge médian est le même pour atteindre le top 50, top 30, top 20 ou top 10. Ce qu'on peut par contre voir, c'est que la variabilité de cet âge diminue en fonction de la hauteur du palier qu'on va franchir. Donc ici, c'est vraiment une séparation des joueurs d'un point de vue déterministe. Qui dit déterministe veut dire qu'il n'y a aucun algorithme aléatoire qui est derrière. C'est vraiment, est-ce que tu as cette caractéristique? Oui, tu es dans ce groupe-là. Est-ce que tu as cette caractéristique? Non, tu es dans ce groupe-ci. Et notre caractéristique était, as-tu déjà atteint le top 100? Oui ou non? OK, donc ça, c'est une première partie de l'analyse. Alors aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'historique des données ont été extraits du site officiel de l'ATP à l'aide d'un algorithme automatique qui a été chargé les tableaux de, les tableaux de classement pour chaque joueur depuis son premier point ATP jusqu'à la date du 30 septembre 2019. Donc évidemment, il y a des joueurs qui étaient déjà à la retraite, qui n'apparaissent plus dans le classement, qui n'apparaissent pas dans ces données. OK. Alors ensuite, ce qu'on a fait, je vais expliquer tout de suite ce que c'est tous ces graphes à l'écran. Donc ce qu'on a fait, c'est une analyse de parcours. Et donc là, je vous ai expliqué que pour chaque joueur, on a à disposition son classement à chaque semaine, puisque vous savez que le classement est mis à jour de manière hebdomadaire. Donc toutes les semaines, on connaît la position du classement pour chaque joueur. Et donc, au lieu de prendre le classement brut, le classement en nombre, on a divisé le classement par catégorie et on a utilisé ces catégories-ci. Donc top 250, top 150, top 10, top 50, top 30, etc. Et que va faire l'analyse de parcours? En fait, elle va comparer semaine après semaine les trajectoires de chaque joueur. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que chaque classement est associé à l'âge du joueur en semaine. Donc, ici, on commence le graphe à 16 ans. Donc, il y a 16 ans et une semaine, 16 ans et 2 semaines, jusqu'à aller pour certains joueurs à 33 ans, 77, donc ça doit être plus ou moins 270 ou 43 ou 44 semaines. OK, donc sur base de ces trajectoires, l'algorithme a essayé de calculer la distance qu'il y avait entre la trajectoire d'un joueur 1 et la trajectoire d'un joueur 2. OK? Et donc, à partir du moment où on avait des trajectoires qui étaient similaires, eh bien, on a dit que les joueurs appartenaient à un même groupe. Si on a des trajectoires qui sont trop différentes, eh bien, on sait que les joueurs vont être dans des groupes différents. Et donc, ce qui est représenté sur le graphique ici, donc par exemple, si on prend le graphique des joueurs du top, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que très jeunes, donc ici on a la proportion de, ce qui est sur l'axe des Y ici, c'est la proportion de joueurs qui se trouvent dans le palier à un âge donné. Donc on voit que très jeunes, donc vers 20 ans, en fait, on a déjà plus de 50% des joueurs de ce groupe, même quasi 60% des joueurs de ce groupe qui sont dans le top 100. OK, donc ça, c'est vraiment une caractéristique des joueurs
du top qui vont franchir les paliers très rapidement. Et on voit que ces joueurs, en majorité, eh bien, ils vont être dans le top 10, la région en gris, le top 20, la région en brun, ou le top 30, la région en rose, pendant la majorité de leur carrière. Donc ici, l'algorithme nous a vraiment permis de mettre en évidence les profils des joueurs du top. Alors le graphique est un petit peu petit, mais si on zoome, on voit en fait que sur les 300 joueurs qu'on a à disposition, il y en a 28 qui ont été mis dans cette catégorie-là. OK. Ensuite, ce qu'on a appelé les bons joueurs, c'est des joueurs, vous voyez, qui sont quand même majoritairement dans le top 100, voire le top 50, mais qui vont aller que très très rarement ou très peu dans les plus hautes sphères du classement. Donc en gros, c'est vraiment des joueurs qui tournent sur le circuit ATP de manière régulière, qui vont faire de temps à autre un très très bon résultat dans un tournoi, mais c'est ce qu'on peut appeler des joueurs un peu du ventre mou si on ferait la comparaison avec un classement de football. Donc là, on a les bons joueurs et vous voyez qu'ils arrivent in fine à un palier peut-être un petit peu plus tard que les joueurs du top. Et ensuite, on a les joueurs que j'appelais plus modestes. Et donc là, ici, on est un petit peu mal à l'aise sur comment labelliser ça parce que ces joueurs qui finalement font une carrière dans le top 250, c'est quand même déjà un bel exploit et c'est pas donné à tout le monde. Mais on voit que les joueurs qui sont classés dans cette catégorie, dans la dernière catégorie, eh bien, ils ont plus de mal à franchir les plus hauts paliers du classement. Il n'y en a que très très peu qui y sont arrivés et s'ils y sont arrivés, ils y sont arrivés tard et potentiellement ils n'y restent pas longtemps. OK. Et donc là, ça nous a vraiment permis, à l'aide d'une analyse statistique, de classer nos joueurs en fonction de leur trajectoire dans le classement. Alors, il faut savoir que cette méthode statistique a ses limites parce que qui dit analyser une trajectoire dit qu'on a besoin de recul sur l'historique du joueur. Et donc, par exemple, quelque chose qui est étrange, mais Stefanos Tsitsipas, eh bien, il a été classé dans la catégorie des joueurs plus modestes, alors que l'année d'avant, il venait de gagner le Masters, ou qu'il allait gagner le Masters en 2019. Pourquoi est-ce qu'il a été classé dans cette catégorie-là? Eh bien, c'est parce que c'est un nouveau joueur sur le circuit, et donc on n'avait pas suffisamment d'historique pour pouvoir le classer dans les joueurs du top. Je suis sûr que si on refait les analyses avec les données un an plus tard, voire un an et demi plus tard, il ne serait plus dans la même catégorie. Un autre joueur qui a été classé dans les joueurs plus modestes, c'est Bautista Agut, l'Espagnol. Et lui, par contre, il y a une explication parce que c'est un joueur qui est plus âgé, qui a passé la trentaine. Et en fait, c'est un joueur qui a percé sur le tard. Et donc, il ne peut pas être dans la catégorie des joueurs du top parce qu'ils ont franchi très très rapidement les paliers, alors que Bautista Agut, lui, il a pris son temps, si je peux dire ça comme ça, avant de gravir les échelons du classement. Donc là, quand on interprète, c'est bien, on a une analyse stat qui classe automatiquement les joueurs, mais il faut toujours avoir un petit regard, voir qui est dans quel groupe et est-ce que les groupes sont finalement bien représentatifs de ce qu'on veut montrer. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a essayé de regarder quelles étaient les caractéristiques des joueurs qui étaient classés au sein de chaque groupe. Et donc, on reprend, comme on a fait là tantôt pour la labellisation, mon joueur était dans le top 100, oui ou non. Là, on regarde les distributions du temps d'arrivée dans chaque palier, donc la première fois qu'ils sont arrivés dans chaque palier du classement ATP, pour les joueurs du top, pour les bons joueurs et pour les joueurs dits modestes. Et on voit, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, mais on voit que comment dire, tous les box plots, donc tous les rectangles, tous les boîtes à moustaches des joueurs du top se retrouvent chaque fois plus bas et parfois nettement plus bas que les autres catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs du top franchissent bien plus rapidement les paliers du classement ATP que les autres. Maintenant, il y a des exceptions. Par exemple, on voit que ici au-dessus, on a un joueur qui a été mis dans la catégorie du top qui a franchi le top 100 à 22 ans et demi, 23 ans,
ce qui est potentiellement plus âgé que le plus jeune joueur qui a franchi la catégorie, mais qui est resté dans la catégorie des bons joueurs ici vers 18 ans. Pourquoi? Parce qu'on prend vraiment un pattern général et pas un focus sur une donnée brute. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas dire, OK, donc si à 20 ans, je ne suis pas dans le top 100, eh bien, je ne vais jamais y arriver. Non, c'est vraiment un pattern général qu'il faut prendre en compte. Et donc, quelles sont les conclusions de ce travail? Alors, je ne rentre pas dans les termes techniques statistiques, c'est vraiment vous donner l'idée des analyses. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la technique qui a été utilisée est en Belgique utilisée par les instituts de Forem, donc c'est les instituts qui aident les personnes sans emploi et qui essayent de voir les trajectoires d'emploi des personnes pour pouvoir les classer dans différentes catégories et pour pouvoir du coup les conseiller sur certains jobs à postuler ou pas. Donc c'est vraiment une technique qui est utilisée énormément en sciences humaines. Et donc à notre connaissance, c'est la première fois que ce genre de technique a été utilisé sur le tennis, mais surtout sur le classement de sportifs de manière générale, pour essayer d'analyser l'évolution dans le temps, essayer de trouver un pattern d'évolution pour ces joueurs. Alors, une limitation qui est au travail, c'est qu'on a dû figer les données à un moment donné. Le travail aurait été beaucoup plus riche si on aurait pu avoir des données des 300 premiers joueurs sur les 20 dernières années et voir si on avait une évolution temporelle dans le pattern. Ça, malheureusement, on n'avait pas les ressources en temps financières et logistiques pour pouvoir le faire. Donc, on a dû se limiter à une base de données. Donc, les conclusions qui sont tirées là sont pour la base de données qu'on a observée sur le tennis actuel. Potentiellement, il y a 10 ans, on aurait peut-être observé quelque chose de différent. Ok, donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en mémoire. Alors, comme je l'ai mentionné, on a voulu faire l'analyse sur le tennis, sur le circuit féminin, donc sur le classement WTA, mais malheureusement, l'encodage du site du classement, de la WTA est totalement différent que l'encodage du site de l'ATP. Et donc, il ne nous a pas été possible d'aller extraire l'info et on n'a trouvé aucun contact qui pouvait nous donner l'historique du classement des 300 premières joueuses en date du 30 du 9 2019. Donc, on n'a pas pu faire cette analyse et ce n'est pas un choix, c'est juste vraiment une limitation logistique qui nous a été imposée. Alors ici, évidemment, on parle du classement professionnel, c'est-à-dire quand les joueurs n'ont plus 13, 14, 15 ans, mais quand ils sont déjà plus âgés. Et en fait, on a voulu, notre premier objectif était d'aller également récupérer les données des, des, des classements Tennis Europe. Mais là, le problème, c'est que notre point de départ n'était pas bon. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on partait des 300 joueurs du classement ATP et on allait aller regarder ce qui se passait dans le classement Tennis Europe. Et donc, on aurait eu des conclusions fausses. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? C'est prendre les classements de Tennis Europe, voir le parcours qu'ils ont eu dans les classements de Tennis Europe et puis aller regarder ce qui se passe dans leur classement ATP. Et là, à nouveau, malheureusement, on n'a pas pu faire cette étape parce qu'on a été limité dans la possibilité d'extraction de données. Idem avec le classement ITF Junior. Donc, on aurait pu le faire en partant des 300 joueurs qu'on a à disposition et aller chercher ce qu'ils ont fait en Tennis Europe. Mais cette direction-là amène des conclusions fausses. Il faut vraiment partir des classements Tennis Europe et aller voir ce qu'ils ont fait dans le classement ATP par la suite. Donc, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Et donc, la conclusion générale du travail qu'on peut monter, de nouveau, je pense que ce n'est pas une grande surprise et une grande découverte, que les joueurs qui font la majorité de leur carrière dans le top 10 et dans le top 20, eh bien, ils ont tendance à y arriver plus rapidement que des joueurs qui vont faire un one-shot pendant quelques semaines dû à un bon résultat dans le top 10 ou dans le top 20. Le plus bel exemple, c'est peut-être Mario Cecchinato, qui était en demi-finale de Roland Garros et qui depuis a beaucoup plus difficile
à confirmer ces résultats. Et donc, évidemment, on a toujours des exceptions qui peuvent se passer. C'est vraiment un pattern général qu'on essaie de mettre en évidence. Et donc, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant en disant, mais voilà, si tu n'es pas à cet endroit-là, à cet âge-là, tu peux arrêter, ça ne marchera pas. Ceci n'est pas vrai. Donc, voilà. Donc ici, en fait, ça termine la présentation et l'idée du travail qu'on a fait. Et donc maintenant, je pense on peut discuter, voir si vous avez des questions.